Mes chers compatriotes, bonsoir. Nous sommes de retour. Après un long moment sans parler, nous avons pris ces temps-ci pour réfléchir à la situation et comprendre ce qui se passe. La situation au Cameroun est très grave. Et il appartient à tous les Camerounais de comprendre. Déjà, je me suis battu à savoir quel était le commanditaire de l'élimination du président Maurice Kamto. Parce que je ne pouvais pas croire, je n'arrive toujours pas à croire, que ceux qui ont fait, ceux qui ont pris la décision au Conseil constitutionnel, qu'ils l'aient prise sans avoir toutes les assurances possibles. Non, j'ai la conviction aujourd'hui que le président Maurice Kamto est mis au défi par la France parce que le pouvoir français n'est pas d'accord avec l'analyse historique du président Maurice Kamto, l'analyse du Cameroun. En vérité, quand le président Maurice Kamto dit que le Cameroun n'est pas une colonie française, n'a jamais été colonisé, le pouvoir de Paris est en train de lui montrer veut lui démontrer le contraire. Et il y a ce côté historique dans lequel il faut savoir que c'est le premier bras de fer dans lequel nous sommes confrontés. C'est que la France ne veut pas reconnaître que le Cameroun n'est pas une colonie. Et pour nous prouver ça, on rejoint dans la deuxième phrase du président Maurice Kamto qui a dit « Nous allons danser à votre rythme ». Donc aussi simple que ça, le DJ de cette élection, c'est Emmanuel Macron, qui a organisé la musique dans laquelle tous les opposants préconçus sont en train de jouer. C'est exactement cette musique à laquelle tout a été organisé, que ce soit au niveau sécuritaire. C'est la France qui nous piétine. Il est impossible qu'il y ait une élection en France et qu'il y ait autant d'intrusions dans l'élection. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous revenons tous à la question de la perte de la guerre par l'Allemagne. À qui appartient le Cameroun? C'est l'Allemagne qui a colonisé le Cameroun. Parce que nous sommes juridiquement camerounais. Mais nous ne sommes pas politiquement gérés par les Camerounais. La stratégie politique qui manipule sans remords les populations d'Afrique, elle est faite par les superpuissances, notamment la France, qui est venue nous prouver au Cameroun que c'est elle qui tient le pouvoir et elle choisit qui elle veut. Nous avons toujours le droit de répondre à cette question. À qui appartient le Cameroun? Nous espérons que nous aurons cette réponse par les urnes, par intelligence de nos frères. Parce que imaginez-vous que nous ne soyons pas un pays colonisé tel que c'est écrit dans les histoires, que notre indépendance est le 1er janvier, tel qu'on nous a tous enseigné. Et qu'à partir de ce qu'a dit le président Maurice Kamto, on se retrouve avec toute une autre histoire. C'est ce changement que ces gens ne veulent pas. Parce qu'à partir du moment où on démontre qu'en vérité nous ne sommes pas un pays colonisé, on va refaire toutes les dates des fêtes nationales, indépendance et tout. Donc on va changer toute l'histoire du Cameroun. Ça ne plaît pas à la France. Parce que l'industrie du livre, pour tous les élèves au Cameroun, c'est la France qui gagne. La France nous tient partout.
Je vous ai dit, les carrefours, c'est pour blanchir l'argent de ceux qui volent là-bas. Quelqu'un qui a 500 fois le SMIC peut s'acheter un champagne à 120 000. Mais Carrefour, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour 90% de la population. Donc nous sommes encerclés. Il faut vraiment réfléchir à cette indépendance. Parce que tout le cirque que vous faites, parce que c'est un cirque. C'est un cirque. C'est-à-dire que le DJ est venu mettre la musique, lui il est rentré. Et on est en train de jouer à son rythme. Donc, je laisse mes frères essayer de comprendre ces deux questions. À qui appartient le Cameroun? Si c'est les Camerounais, alors vous devez sortir d'abord pour dire opposition, gouvernement, tout le monde. Où est Paul Biya? Comment pouvez-vous accepter de partir dans une élection où vous ne verrez pas la personne? Même la prestation de serment se fera par procuration. Nous attendons et nous sommes là pour relancer les choses. Hein, on est tout frais, ça va jaser. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Il est important que le monde le sache. Il est important que le monde le sache. La mascarade électorale qui se déroule au Cameroun, l'illusion, l'assassinat de la démocratie qui se passe au Cameroun, la chute et l'enterrement de l'état de droit qui se passe au Cameroun se passe avec la complicité et la participation effective de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Il faudrait que ce soit clair et que ce soit enregistré. Il est important que nous revenions exactement sur les bases pour que le peuple camerounais comprenne que le complot contre le peuple camerounais n'est pas un complot qui est fait seulement par les petits bonhommes que vous voyez devant vous là, les Ngongo, les Chantal Bia, les Vondoyolo. Derrière, il y a le monde et des organisations beaucoup plus mafieuses qui sont derrière et qui tirent intérêt de la souffrance et de la misère des Camerounais. Intérêt direct, qui tire de l'intérêt du statu quo de la situation politique au Cameroun, qui tire de l'intérêt dans notre misère et nos pleurs. Il y a des gens qui sont là, et parmi lesquels il y a l'Organisation des Nations Unies. Il y a quelques mois, Elekam avait signé en catimini, je le dis bien, une convention de partenariat, d'assistance technique avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans l'organisation des élections au Cameroun. L'objectif, c'était d'organiser des élections transparentes, inclusives, qui ne portent pas en elles les germes de la guerre civile après. L'ONU a remplacé Veridos, qui avait démontré sa complicité avec Elekam. Vous avez remarqué que Veridos effaçait carrément les noms des Camerounais sur les listes électorales. Il y a une manifestation des Camerounais, ils sont descendus sur Veridos et tout. Et Veridos, organisation mafieuse également, s'est mis de côté. Or, Veridos doit être placé en Allemagne. L'ONU est venue par derrière. Il a fallu que Maurice Kamto, en veillant des droits des Camerounais, mette le doigt sur la forfaiture et exige à l'ONU de communiquer sur la convention en catimini qu'ils auraient passée avec Elekam. Et cette convention en catimini, là, une fois qu'elle a été posée sur la table, faisait savoir à l'ONU, faisait savoir au peuple camerounais que l'ONU prêtait main forte dans l'encadrement technique et organisation globale des élections inclusives et transparentes. La première fois qu'on a interpellé l'ONU, c'était pour leur dire, ok, seulement à partir de maintenant où vous êtes déjà avec Elekam, sachez que vous devez quand même nous donner des clartés sur les questions qu'Elekam ne veut pas nous donner. Là, par exemple, il y a le respect du code électoral qui est là. Le code électoral n'est pas du tout respecté. L'article 80, qui demande l'affichage de la liste électorale nationale, n'est jamais respecté par Elekam. L'ONU a fermé sa bouche. Un élément flagrant de viol des droits. L'affichage de la liste électorale nationale. L'ONU a fermé sa bouche. Toutes les violations du code électoral qui ont été organisées pendant le mécanisme préélectoral ont été posées à l'attention de l'ONU. Ils ont regardé en brousse parce que, complice, l'ONU est là pour donner la caution morale à cette élection. Cette ONU ne va apparaître à la fin que lorsque le peuple camerounais sera debout donc pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça et tout. L'ONU apparaîtra pour dire que les élections se sont passées bien en mécanisme de complicité. Un mécanisme de complicité. Maurice Kamto a demandé à l'ONU de clarifier la convention.
de clarifier la convention. Cette convention n'a pas été clarifiée. Nous sommes allés aux opérations d'enregistrement des candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu ce qu'on appelle la mise à mort de l'état de droit. Ce qui arriva à Maurice Kamto est un crime contre la démocratie. Il y a eu la mise à mort de l'état de droit au vu et au su de tous, devant le monde entier. L'ONU ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu la manière grossière, la manière grotesque, la manière horrible avec laquelle le candidat Maurice Kamto a été écarté. Seulement là, l'ONU devait s'arrêter. En tant qu'organisation en charge d'organiser les élections pour qu'elles soient transparentes et inclusives. Donc, ça passe par le respect des règles. C'est-à-dire que la nuit, pour la Tanganji et Yebga se sont levés. C'est-à-dire que d'abord, elle veut comment aller déterrer Yebga dans son village. Il l'a amené pour dire, bien Carbona, viens. Il est venu. Yebga dit que lui-même, il a trafiqué le site du MINAD parce qu'à l'école, il avait appris l'informatique, qu'il est un informaticien à la base. Les vidéos circulent. C'est pas quelque chose qu'on parle que l'ONU ne sait pas de quoi il s'agit. Les vidéos circulent. Les vidéos et les témoignages circulent. Il dit qu'il a fait l'informatique. Voilà comment il est parti effacer le nom de Anissé Ekane sur le site du Manidem, site de l'administration territoriale, pour mettre le sien en complicité avec qui? Avec le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji et Moulinex. Moulinex a écrit un papier, étant assis dans son bureau, disant que Yebga est le président du Manidem depuis 2021, alors qu'il vient de passer lui-même 4 ans à travailler avec Anissé Ekane comme étant le président du Manidem. Est-ce que l'ONU n'est pas au courant de ça? Ça fait le tour de la presse, ça fait le tour des médias. Le contentieux est parlé partout. L'ONU qui est censé encadrer l'élection. L'ONU qui est censé encadrer l'élection, rendre l'élection crédible, inclusive et transparente, n'ouvre pas sa bouche. Ok? On appelle ça un silence complice. On appelle ça un silence complice. Tout objectif, c'est de vous pousser vers une élection qui est jouée d'avance. Même l'ONU sait que ce qui se passe là, c'est joué d'avance. Tout, c'est vous pousser que aller l'essentiel, c'est que vous arrivez au 12 octobre exactement comme on est en train de vous pousser là. Sans que chacun ne pose les questions réelles, sans que chacun ne s'arrête pour dire il y a un complot contre le peuple camerounais. Il y a un complot contre le peuple camerounais et l'ONU est partie prenante de ce complot contre le peuple camerounais. Cette organisation est dangereuse et on devrait se lever, le peuple camerounais devrait se lever pour dire non. Pour dire non. Bon, je sais. Si vous ne pouvez même pas demander l'eau. Seigneur. Aïe, mon cœur vient de s'arrêter face à la réalité. Si vous ne pouvez même pas demander l'eau, le courant, l'électricité, si vous ne pouvez même pas vous indigner face à une violation comme celle qu'il y a eu au Conseil constitutionnel, si vous ne pouvez même pas lutter pour vos enfants, pour l'éducation, pour l'eau qu'ils boivent, pour l'école dans laquelle ils fréquentent, où prendrez-vous la force d'aller vous dresser contre l'ONU? Où prendrez-vous la force d'organiser une petite manifestation contre l'ONU? Un pays perfusé, un pays materné, un pays pouponné. Évidemment que vous ne pouvez rien. Pour l'ONU, vous avez entendu que quel pays normal, c'est l'ONU qui organise les élections alors que ce pays est indépendant. Vous avez entendu où? Dans quel pays normal, pays libre, qui dit que nous sommes souverains, État souverain. Vous avez entendu que État souverain, c'est l'ONU qui vient organiser l'élection dans l'État souverain. État souverain, c'est comme l'élection qu'on est en train d'aller faire là. Un pur mensonge, une grosse illusion. État souverain, c'est une masturbation, c'est une autosatisfaction, une autoglorification pour se voiler le visage sur son état réel. État vassal, État gouverné, État bananier, État plantation. État plantation de bananes, État bananeraie. État bananeraie, c'est là-bas où l'ONU vient pour organiser les élections et va décider à la place du peuple qui a gagné cette élection. Oh les enfants, vous devez voir avec vos yeux et avec vos oreilles, entendre, pour qu'avec vos têtes, vous compreniez, peut-être avec un peu de chance à la fin, vous réussirez à vous mettre debout. Et pour ça, on va continuer.
Partagez les enfants. C'était papa. Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je n'ai pas publié, mais je suis toujours connecté à l'actualité, quoi. C'est juste que je n'ai pas beaucoup à dire et je n'ai pas le temps. Donc ça ne sert à rien de multiplier les vidéos si vous n'avez rien à dire. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai regardé une vidéo de Valsero hier où il lisait en tout cas une pensée d'un monsieur, je ne me souviens pas son nom, je ne le connais pas. Et il traitait en tout cas les Bamileke de lâches. Les Bamileke ne soutiennent pas assez le professeur Maurice Kamto, il devrait faire comme les autres tribus. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je pense de ce sujet. Parce que je pense que ça a créé une polémique. Il y a une partie des gens qui pensent que c'est vrai et d'autres qui pensent que c'est exagéré. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma pensée. Tout d'abord, pour comprendre si les Bamileke sont solidaires ou pas, il faut savoir que le peuple Bamileke, il y a eu beaucoup de répression contre ce peuple depuis l'époque, depuis le moment où les Allemands sont arrivés au Cameroun, en fait, quoi, depuis le 19e siècle, quand les Allemands sont arrivés au Cameroun dans les années 1800, et le peuple Bamileke est un peuple très fier de sa culture et très rebelle, quoi, généralement, et il y a même des statistiques qui montrent que d'ici 200 ans, tout le Cameroun, la culture Bamileke risque d'envahir le Cameroun parce que c'est un peuple qui est jaloux de sa tradition. Et c'est pas facile de détourner l'homme Bamileke. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient été traités de traîtres par les Allemands. Et on les a pris, on les a déportés de l'ouest vers le Mungo, d'où d'ailleurs Eli Bilobe accuse les Bamileke de génocidaires, d'envahisseurs. Ben, ce sont les Allemands qui avaient commencé ce déportement et ensuite les Français travaillaient dans des plantations. C'est comme ça qu'ils ont migré dans le Mungo. Et les Français sont arrivés, ils ont constaté aussi que c'est un peuple qui est aussi très rebelle et jaloux de sa culture. Donc, la même chose. Et ils ont donc décidé que, bon, pour maintenir la main sur le Cameroun, il fallait écarter le peuple Bamileke de l'équation. Donc, il y a eu beaucoup de répression. On a utilisé le napalm. Si vous avez écouté le chef Sokudjo qui a fait une interview récemment sur Alain Foucault, il explique que la majorité des chefs Bamileke ne sont pas les véritables chefs. Les Français ont tué ou exilé la majorité des chefs et ils ont fabriqué de nouveaux chefs qui étaient à leur solde. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le défilé qui se passe à Itoudi. Tous ces chefs-là sont des chefs qui ont été fabriqués par les Français et ils ne continuent que, ce qui avait été déjà fait depuis l'époque coloniale. Le chef Fosukunju de Bamenju explique que lui, il avait été exilé, mais son peuple s'est battu et ils ont chassé le faux chef qu'on avait mis à Bamenju et la police a même fui pour aller s'installer au village voisin qui était Batié. Donc vous comprenez un peu l'histoire que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et je me souviens, l'autre jour, je discutais avec ma grand-mère et elle me demandait que mais est-ce qu'elle va mourir, elle aimerait voir mes enfants. Et elle se posait la question qu'est-ce qu'elle aura l'occasion de voir mes enfants avant de mourir. Et je lui ai dit que non, pour qu'elle voie mes enfants, il faut qu'elle chasse d'abord Paul Biya et son clan. Ma grand-mère me dit attention, attention, ne mets pas ta bouche dans les affaires là. J'ai dit non, grand-mère, j'ai déjà mis ma bouche là-dedans. J'ai même créé une chaîne YouTube où je bavarde aussi là-dedans. Elle n'était pas du tout contente parce que elle a vécu la répression des Bamileke avec le maquis. Et bien entendu, le maquis, c'est vrai qu'on parle beaucoup du maquis, que c'était un mouvement révolutionnaire, mais à l'intérieur, il y avait aussi une faction qui combattait même le peuple, dont des bandits. Il y avait des gens qui ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, dans tout mouvement, il y a toujours des bons et des mauvais. Et ma grand-mère, elle a eu beaucoup de mauvais souvenirs du maquis des mauvais. Donc, vous remontez l'histoire, vous voyez comment Aïdjo a exterminé les maquisards. Ils ont tué Ernest Wandi à Bafoussam. Il a obligé tous les Camerounais d'assister, en tout cas les gens de l'Ouest, d'assister à cette exécution publique. En fait, pour essayer de montrer l'exemple à quiconque osera défier son pouvoir, c'était le sort qui lui était réservé. Les Maurice Kamto, les Anissé et Canaïs étaient là, et ils ont assisté
Et on remonte l'histoire et les Bamileke ont eu beaucoup de répression, quoi. Regardez même quand le professeur Maurice Kamto, il arrive, il rentre de la France, il est séquestré et puis on le fait partie de Douala. C'était il y a la deuxième fois. Biboum Nissak, Alain Fougué, les deux ont pris 7 ans parce que l'un est venu visiter le professeur Maurice Kamto quand il était séquestré pendant 3 mois dans sa résidence à Yaoundé. Et l'autre, on l'a accusé qu'il avait l'intention d'aller marcher. Il a pris 7 ans. Vous avez vu aussi récemment le 5 août, quand les militants du MSC sont partis assister au contentieux, qui est quelque chose que c'est un droit pour les Camerounais d'assister au contentieux, mais aujourd'hui ils sont au tribunal militaire. Et vous avez aussi vu que parmi les gens qui ont manifesté, on a gardé 50, et les 50, si vous regardez les noms, c'était des Bamileke. Donc les Bamileke ont une... En tout cas, la répression dont le régime fait contre le peuple bamileke n'est pas négligeable. Et quand, par exemple, vous regardez les gens de l'Ouest ou bien des autres tribus, regardez par exemple Cabral Libé. Cabral Libé avait dit que si les résultats des urnes ne sortaient pas, il avait déjà instruit à ses militants de brûler le tribunal. Imaginez-vous Maurice Kamto ou bien un militant du MLC dit la même chose. Vous avez aussi vu Issa Chiroma quand il est rentré sur Garoua, comment la foule attendait. Mais le MSC, on devait poster, vous avez vu comment on a posté plus de 200 à 300 policiers dans la ville de Douala. Et puis quand il a dit revenir le lendemain, on a doublé l'effectif, quasiment à 500 policiers. Donc, je pense que dit que les Bamileke ne soutiennent pas leurs frères. Il y a d'abord le traumatisme qu'ils ont reçu depuis l'arrivée du colon allemand, puis le colon français, et ensuite les institutions qui ont été mises sur place au Cameroun pour faire une répression contre le peuple bamileke. N'oubliez pas, Emmanuel Macron a fait les recherches sur la guerre du Cameroun, même si Emmanuel Macron a caché beaucoup de choses, mais on voit quand même qu'il a une volonté quand même d'accepter qu'il y ait une guerre au Cameroun. Mais regardez ce que le régime en place fait. Ils font comme si rien ne s'était passé parce qu'ils sont impliqués dans la guerre. Quand les Français avaient fabriqué une milice, c'était la milice qui est aujourd'hui en train de gouverner le Cameroun qui faisait partie de cette répression barbare que les Français ont fait contre le peuple bamileke. Donc je trouve que ce n'est pas une bonne analyse de blâmer le peuple bamileke et de les taxer de peureux. Quand on sait que la répression est très dangereuse, j'ai discuté avec un ami juriste il y a environ une semaine et puis je lui posais la question que selon lui, qu'est-ce qui empêche les Camerounais de se lever? Et il me disait que non, c'est le tribalisme. Et moi, je lui ai dit que je ne vais pas nier qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Mais le problème, c'est qu'on agite le tribalisme toujours quand la campagne électorale arrive. Mais dès que les élections seront finies, on va plus entendre parler du tribalisme. Donc moi, je ne pense pas que c'est le tribalisme qui empêche le peuple de se lever. Et je lui ai dit ça. Et j'ai dit que moi, je pense que c'est juste la répression. Quand on sait que tu es affilié avec Maurice Kamto, que tu sois bamileke ou pas, tu reçois une répression sanguinaire. Regardez Anissé Kane avec le Manidem. Dès qu'on a su qu'il avait donné la voix à son parti politique à Maurice Kamto, directement on a encerclé ses bureaux politiques à Dedo. Je pense que jusqu'aujourd'hui, les policiers sont toujours là. Donc, vous ne pouvez pas prendre une comparaison entre les gens qui reçoivent la répression et les gens qui font des choses comme ils veulent. Imaginez un militant du MSC se lever et soulever la voiture. Comme on a soulevé la voiture au nord, à Garoua là-bas, les médias n'en parlent pas, on n'en fait pas des tonnes. Alors que quand la base a enfariné, ou c'est le ministre de l'Éducation, je pense, quelque chose comme ça, on a fait des débats, on a même appelé certaines personnes de la diaspora, on a fait Steve aller devant le ministre de la Justice marcher, il a récupéré plusieurs personnes, ils ont marché pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que la base faisait en Europe. Donc, regardez tous les moyens que l'État met. Toute personne qui est associée à l'image de Maurice Kamto, regardez les moyens que l'État met pour la répression. Alors que dans le même cas, les gens comme les Cabral Libi, on les inquiète pas tant que ça. Issa Chiroma Belobouba, on les inquiète pas tant que ça. On n'en fait pas des tonnes, on ne fait pas des articles. On n'essaie pas de dire que ce sont des ethnofascistes. On n'essaie pas de leur donner tous les noms d'oiseaux.
Donc, je pense que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir dire que le peuple bamileke, c'est un peuple qui a peur. C'est un peuple, selon l'histoire, qui nous a montré que c'est un peuple très courageux. Mais la répression n'aide pas. On regarde comment les gens disparaissent, les Ramon Kota qu'on a extradés, Martinez Zogo, le Peul qu'on a enlevé dans la Damawa, il est aujourd'hui en prison. Au moins de petits trucs, on vous envoie au tribunal militaire, alors que vous êtes civil. C'est comme si le gouvernement du Cameroun a aujourd'hui en tête que faire une répression contre les Bamileke. Donc, je pense que même si les Bamileke doivent faire beaucoup plus d'efforts, parce que je ne veux pas dire qu'ils font tout, non. Ils n'en font pas assez. Mais la répression qui est aussi mise à leur encontre n'aide pas. Donc, et aussi quand on regarde Maurice Kamto, son programme, c'est pour tous les Camerounais, c'est pas pour les Bamileke. Donc essayer de dire que non, les Bamileke devraient soutenir beaucoup plus Maurice Kamto, c'est quasiment parler plutôt de tribalisme. D'autant plus qu'au nom, on sait que bon, ils soutiennent leurs frères, Cabral Libi, les Bassa, les Douala, tous ces gens-là, ils soutiennent leurs frères. Alors que Maurice Kamto, même si les Bamileke, la majorité des Bamileke soutiennent Maurice Kamto, mais les Bamileke aussi ont soutenu John Fundi. Ils ont soutenu Ruben Oumiobe. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le peuple Bamileke est un peuple qui soutient les frères du village. Donc, je pense que c'est un peu réducteur de ce peuple. Ce peuple a toujours été du bon côté. Ils ont toujours combattu le bon combat. C'est juste qu'ils ont en face un régime qui a décidé que ce ne sera pas eux. Et le régime a mis en œuvre tous les moyens nécessaires. Les exterminations, les tueries, les enlèvements, tout ça qui n'aide pas pour que la voix puisse s'élever. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager sur mon avis. Donc, je vous le dis, c'est pas une affaire de tribus de Bamileke qui sont péros, pas non. C'est juste qu'il y a trop de répression. Et peu importe qui vous êtes, c'est pas facile. Et on ne peut pas tous se lever au même moment. Si c'était le cas, le régime serait déjà parti. Et le peu de personnes qui se lèvent, vous voyez les conséquences. Et quand les conséquences arrivent, c'est un exemple qu'on est en train de vouloir montrer à toute personne qui aimerait faire la même chose. Donc, je m'arrête ici les amis. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le peuple bamileke, ce sont des peureux ou alors la répression n'aide pas, puisque les autres peuples n'ont pas la même répression que subit le peuple bamileke, d'ailleurs depuis plus d'un siècle. Prenez tout soin de vous et à plus tard. Quand la France a colonisé l'Afrique, elle n'a pas seulement pris des terres. Elle a aussi volé des âmes, des mémoires, des savoirs. Dans de nombreux royaumes africains, les colons ont vidé les palais, arraché les masques sacrés, saisi des statues, des trônes et confisqué des manuscrits vieux de plusieurs siècles. Puis ils ont tout envoyé en Europe. Aujourd'hui, plus de 90 000 objets africains dorment dans les musées français. Et ce chiffre ne représente qu'une partie du butin. Le reste est dispersé entre des collections privées, invisibles, silencieuses. Pendant ce temps, en Afrique, des enfants grandissent sans jamais voir les symboles de leur culture, sans accès à leur propre héritage. Et quand certains pays osent réclamer ces trésors, on leur parle de prêts, de dons, comme si rien n'avait été volé. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'art. Il s'agit de mémoire, de dignité, de justice. Partage cette vidéo, parce que récupérer son histoire, c'est le premier pas vers la vraie liberté. Transportés dans des malles recouvertes de tissus traditionnels, 3 crânes de l'ethnie Sakalava sont symboliquement remis aux autorités malgaches. Des restes humains emportés comme trophées aux premières heures de la colonisation à la fin du 19e siècle. Parmi ces 3 crânes, l'un serait celui du roi Toera, tué en 1897 par l'armée française. Ce n'est pas un simple objet de collection. Leur absence a été pendant plus d'un siècle, 128 ans, une blessure ouverte dans le cœur de la grande île. Aujourd'hui, la France referme cette blessure. Une restitution décidée en avril dernier lors de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar. Elle marque la toute première application en France de la loi de 2023 qui facilite le retour des restes humains. Les collections publiques étant inaliénables, il fallait auparavant passer par une loi
Désormais, un décret suffit, après une demande officielle du pays d'origine et l'examen d'un comité scientifique. Mais Rachida Dati veut aller encore plus loin et étendre ce principe à tous les biens culturels. Alors ce projet de loi dont je souhaite l'adoption viendra ainsi parachever ce travail d'adaptation de notre droit patrimonial afin de pouvoir déroger à ce caractère inaliénable des œuvres et des biens relevant des collections nationales. Les crânes sacs à lave prendront la direction de l'océan Indien dimanche, où ils seront inhumés. Pour les sacs à lave, le retour du roi Tuer incarne deux dimensions essentielles, spirituelle et identitaire. Spirituelle, car il rétablit le lien sacré manquant dans la lignée des ancêtres. Identitaire, car le peuple sacs à lave peut désormais se reconnecter à ce qui fait sa force, une identité forgée dans la rébellion digne. Cette restitution est, je l'espère, une forme de reconnaissance d'une histoire trop longtemps occultée, la reconnaissance d'un peuple sage, fier et digne. Je me suis juré de dire, allez le roi Tuer, je te ramènerai dans ta terre natale, reposer enfin en paix. Mais est-ce que toutes les conditions sont remplies? Non, il y a un calendrier spécial que seules les dates, les seuls garants des traditions et les experts des arts divinatoires sacs à lave peuvent décréter. Les calendriers ne sont pas respectés, la bonne date était passée. Spirituellement, nous ne sommes pas apaisés. Oui, c'est à la rentrée de Maïkanga. La marée verte de l'UNDP avec le président Bello voulait passer, le sous-préfet a bloqué la route, donc la population s'est levée. Et vous allez voir ce qui va se passer là après. Voilà. Donc c'est à la rentrée de Maïkanga comme ça. À cause de la marée verte de l'UNDP, la foule immense qui attendait le président Bello à la rentrée comme ça, et le sous-préfet a bloqué la route et la population a dit non, on doit enlever sa voiture sur la route. C'est ça qui est là. Ouais. Bravo. Bravo à mes jeunes frères du Nord qui ont compris. Qui ont compris comment on traite avec ces énergumènes-là. Ces espèces de virus. Oui. Que Paul Biya a installé partout dans le Cameroun. Que sous-préfet, préfet. Je tiens d'abord ici, avant de commencer, à féliciter mes frères du Nord qui ont compris le game. Qui ont compris comment on traite avec ces énergumènes de sous-préfet, 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 tout ça. Ouais, ils ont compris. Bravo à mes frères du Nord. À la lieu où on est parti là, on peut espérer au moins qu'octobre, ça va se jouer. Ça va se jouer. Parce qu'il faut que ce soit bien clair. Vous n'irez jamais à Sangmelima. Dans le sud. Le socle granitique, comme ils appellent là, ils ne permettront jamais à un parti d'opposition de venir organiser quoi que ce soit. Mais ils envoient un énergumène comme celui-ci, sous-préfet ou c'est qui. Venir, il n'est pas comme ça dans son territoire. Hein. Chez les nordistes, un enfant du Nord est en train d'organiser son truc avec ses frères. Le gars sort là-bas seul, hein, avec sa voiture. Mais les Camerounais, vous voyez comment les gars là vous simplifient. Il est seul. Hein. Il vient choquer une foule. C'est comme ça qu'au Cameroun, un policier, à lui seul, un seul policier embarque 50 personnes. Mes frères, vous êtes assis là, vous regardez. Le problème du Cameroun, ce n'est plus ce gouvernement-là. C'est vous, hein. Le problème, ce n'est plus Paul Biya qui est mort depuis là, on ne le voit plus. C'est vous. C'est vous. Si c'était à l'ouest, on serait là en train de parler avec eux. Oui, on avait déposé, on avait fait notre dépôt à temps. Ça avait été, le sous-préfet avait été contacté. On serait là en train de perdre du temps. Comme d'habitude. Si c'était chez nous là-bas à l'ouest, on serait en train de... Oui, on avait appelé, on avait envoyé ça par email. Non, on avait déposé ça par courrier. Tous ces conneries. Et si les nordistes sont en train de réfléchir, on a porté même avec la voiture. Vous voyez la force du peuple. On a porté les conneries, on a mis de côté. Mes frères Bamileke, ouvrez les yeux. Votre lâcheté là, ça commence déjà à trop faire. Est-ce qu'ils peuvent tenter le maire là-bas, chez les anglophones? Un sous-préfet, parce que la majorité des sous-préfets là,
Allez vérifier toujours. C'est toujours les Mbarga, les Atangana, les Ouna. Je m'en fous. Prenez ça comme vous voulez, c'est la vérité. Sur 100 sous-préfets au Cameroun, 80, c'est les Atangana, c'est les Mbarga. Et on les envoie dans la région des autres. Hein. Venir imposer ce qu'ils n'accepteront jamais chez eux. Hein. Vous vous rendez compte? On est dans du fait. Ce dans quoi nous sommes, c'est du braquage. Ce dans quoi nous sommes, c'est du fait. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas admettre. Je m'en fous. Ce que je dis là, je le pense. Oui, et c'est la vérité. Personne ne peut venir me démontrer le contraire. Mes frères Bamileke, vous avez vu comment les nordistes nous parlent. Vous avez vu quand ils sont en train de taper sur Maurice Kamto, vous êtes assis, vous regardez. On a même porté, on a mis en prison. Vous êtes là, vous regardez. Oui. Oui. Le RDPC s'en va faire ses conneries là-bas à l'ouest. Vous regardez. Si Maurice Kamto essaie d'organiser un petit meeting là-bas à l'ouest, ils envoient le sous-préfet, le préfet venir se placer là-bas. Vous, mes frères Bamileke, vous êtes là, vous regardez. Ou on vous a vendu même vous-même, moi je ne connais pas. Ou vous avez peur de quoi, moi je ne connais pas. On vous dit tous les jours, un Bamileke ne sera jamais un président. Vous êtes là, vous regardez comme des esprits tourmentés. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Des gens vous ont fait comprendre à la base que oui, nous pouvons marcher ensemble. Mais tant que nous, on vous gouverne, ça va marcher. Vous acceptez quoi? Tu dis que tu es mon ami. Tu dis qu'on va travailler ensemble. Mais tu me dis qu'il n'y a que toi qui pourra, c'est-à-dire, il n'y a que toi qui pourra occuper certaines positions. Et tu penses que toi et moi, on va cheminer ensemble? Au nom de que tu es un écan, je t'encule, petite énergumène, je n'ai rien à foutre de toi. Ta vie ne me sert à rien. Tu ne me sers même à rien. Tu es un virus. Il faut qu'on soit clair. Tu ne me sers à rien. Ça en là, je vis sans toi, mon ami. Cette histoire de gouvernement est quand là, non. Si on divise même le pays, là, chacun va vivre chez lui en paix. Oui, je peux vivre 1000 ans à l'ouest, je ne pars pas à Bafous, c'est quoi, Douala, Yaoundé, je m'en fous, c'est d'abord des villes sales. Moi, Yaoundé, c'est quel genre de ville? Douala même, c'est quoi? Vous avez quoi là-bas? Il y a quoi là-bas à Douala que peut regarder, ça m'impressionne même. Il y a quoi dans ce Yaoundé là? Même vos maisons, vos bêtises que vous construisez là, c'est quoi ça même? Une ville où on est en danger 24 sur 24. Vous croyez que moi j'ai envie d'y aller? Vous croyez que moi j'ai vraiment envie d'aller dans vos conneries là? C'est quoi? Mes frères Bamileke, arrêtez ça. Hein. Arrêtez vos conneries, vos peurs là. La peur là, ça ne va pas vous aider. Ces gens, ils sont clairs. Ils ont pris quelques éléments parmi vous. Ils ont pris vos chefs traditionnels. C'est avec eux qui traitent. Mais vous, ils n'en ont rien à foutre. Et ils vous disent. Et vos chefs se sont alignés en dehors du chef Soukoudjou. Là-bas à l'ouest, c'est le seul. Sa Majesté Soukoudjou, Jean Rameau, je crois que c'est son nom. C'est le seul chef. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Là-bas à l'ouest, j'ai dit tout l'ouest. Le reste, c'est du n'importe quoi. Et vous êtes assis. Vous regardez. Vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Quelqu'un vient me dire, un écan est plus intelligent que moi que ça a commencé. Regardez-les, c'est des villageois. Regardez-les. Même leurs intellectuels avec les vestes machines, c'est du n'importe quoi. Et vous êtes là. Au nom de que vous voulez faire le commerce. Il faut qu'on se dise la vérité à mes frères Bamileke. C'est ça votre problème. Hein? Vous croyez que les bâtiments que vous avez là, tant que vous allez vivre, être oppressé comme vous... Mieux on casse tout ça, non? Est-ce que vous allez mourir? Hein, mon frère? Si ton petit compte en banque là, tu payes ça une fois pour ta vraie liberté. Parce que toi, tu crois que tu es libre? Quand ils se fâchent, ils augmentent les impôts. Ils viennent dans vos boutiques, ils vous imposent des conneries. Tant que vous n'allez pas enlever ce morceau de caillou là qui est sous vos pieds, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que c'est vous qui payez les impôts dans ce pays. Et ils se la coulent en douce. Ils prennent ça pour que Brenda Biael aille faire sa bordellerie avec eux. Pour que Chantal Biengongo se mélange, ils se mangent là-bas chaque soir. Avec l'argent de nos impôts. Donc arrêtez ça. Regardez ce que les frères du Nord ont fait. Voilà ce que nos frères du Nord, ils nous donnent le message. On vient, on marche sur Maurice Kamto. Chaque jour, vous êtes là, vous regardez, vous ne dites rien. Les hommes d'affaires Bamileke, là, les chefs traditionnels, tous ces gens, tous ces élites Bamileke, vous êtes des traîtres. Là, vous dites ça. Vous êtes des traîtres.
Des moins que rien comme ça, vous ne valez rien du tout. Oui. On est là, on marche sur l'ouest, on insulte les Bamileke partout. N'importe. Il y a une autre vieille bordelle là qui a quitté l'UNDP, une femme Bassa là, elle dit qu'elle est. Les Bassa même eux, mais bon, ceux-là, je ne les gère même pas, c'est des vendeurs de terrain, ils ne servent à rien du tout. Dis donc, dégagez d'ici n'importe quoi. Regardez. Regardez. Nos frères du Nord. Et ça, les gars. Désormais, un de ces cuyons de sous-préfet, machin, mais tout ça, ils viennent ramasser. Le tout là, ramasser, porter la voiture, jeter ça dans la mer. Ça va descendre à eux là-bas. Là, ils vont confiner. C'est quoi? 43 ans, c'est trop. Arrêtez, à un moment donné, on est fatigué. Les frères Bamileke, voilà le message. Apprenez chez les autres. Dans le pays, là, c'est la violence qui va résoudre le problème. Tant que vous allez continuer vos histoires, on a négocié. Tout le monde a marché sur nous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu te demandes pourquoi je rigole même, non? C'est parce que mon gars Sébastien G. Elundu, il a encore frappé. Sébastien G. Elundu a encore tapé ça en plein dans le mille. Bang! Ça peut être dur ce qu'il dit. Ça peut être un peu dur ce qu'il dit. Mais on est vraiment... Quand on dit en étonne chez nous que Bi ne me signe. Quand on est au Messing, c'est qu'on s'amène chacun d'un côté. Et c'est intellectuellement. Sébastien Lundu a donc sorti un bazooka derrière quelque chose. Il écrit ceci. Sébastien, tu permets que je mette la voix, non? Permets que je mette la voix, Sébastien. Tu veux que je te dise quoi? Les nordistes donnent des leçons de mobilisation derrière leurs frères. Les nordistes vous démontrent comment on se mobilise derrière son frère. Quand vous écoutez même des commentaires de Blériot Nyameketou, ils se demandent comment le préfet a pu être suffisamment douboulou, le sous-préfet a pu être tellement douboulou, au point où il a osé aller stopper Belobouba Maïgari au milieu de ses frères. Ça ne le choque pas. Ça ne le choque pas, ça n'a pas choqué Blériot Nyameketou. Non, il était plutôt étonné. Est-ce que le type-là est inconscient? Qu'est-ce qui a bien pu lui faire croire qu'il pouvait aller stopper Belobouba Maïgari au milieu de ses frères? Donc, il trouvait normal que les frères défendent Belobouba Maïgari. Il trouvait ça normal. Et il justifiait ça. Et c'est même ce que nous tous on trouve normal. Qu'on sait que non, personne ne peut aller emmerder les candidats du Nord au Nord. Donc, Sébastien Gélon doit avoir dans son missile. Il dit, les nordistes donnent des leçons de mobilisation derrière leurs frères. Il faut quand même avouer que les vrais combattants de la fille sont morts avec les Wandiers. Le reste qu'il y a aujourd'hui là, ce sont les Kwanjang. On arrête Maurice Kamto. Les gars mettent la queue entre les jambes. On séquestre Maurice Kamto pendant 2 mois chez lui. Les gars passent en sous-marin avant de parler. On interdit à Maurice Kamto de circuler à Douala. Les Ngelafi se chient dessus en restant docile devant quelques gendarmes du régime. Voilà donc les nordistes qui vous montrent comment on se mobilise derrière son frère. Chiruma a atterri à Garoua. Quel préfet pouvait oser parler? Personne. Voilà Belobouba qui a organisé son meeting en Gaoundéré. Qui peut tenter de le gêner? Le sous-préfet de Menganga a essayé, c'est la population qui a porté sa voiture pour mettre ça aux côtés de la route. Les gendarmes étaient debout. Ils ne pouvaient pas tenter de tousser. Ils ne pouvaient pas tenter de tousser. Mais on interdit les meetings de Kamto. On le moleste. On le séquestre. Ses frères restent silencieux, comme s'ils n'étaient pas concernés. On vous dit que le pouvoir est dans le nombre. 100 policiers peuvent faire quoi devant 3000 personnes? 100 policiers peuvent faire quoi devant 3000 personnes? Ce n'est pas étonnant que les Atanganji vous prennent pour les condiments. Ce n'est pas étonnant que n'importe quel tétat tribaliste vienne sur la toile insulter les Bamileke. Il sait qu'en dehors d'aboyer sur la toile, vous n'allez rien faire. Dès qu'on va essayer, on va envoyer 2 gendarmes, tac, tac. Tout le monde va fuir. Et on va arrêter le reste pour les envoyer devant le tribunal ministère. Quand les nordistes soutiennent leurs frères là, vous avez vu qui parlait? Les Bassa soutiennent Cabral Libi, vous avez vu qui parlait? Nobody. Les Bétis alors, oh là là, le socle granitique. Eux, c'est le socle granitique. C'est-à-dire que quand vous entrez même seulement à Moyo, que vous voulez aller faire le meeting, c'est eux qui sortent, les odontolas. Ils sont pauvres comme les souris de l'église. Ils sortent avec la bouche qui sent la pakaya. Mais ils viennent défendre leur pauvreté sur la logique du frère du village. Même si on est pauvre, on est quand même derrière le frère du village. C'est-à-dire que les gars ont préféré sacrifier leur bien-être
C'est ça qu'on peut dire sur les gars du Sud. Ils ont préféré sacrifier leur bonheur pour le bonheur d'avoir le frère du village, dans le soutien du frère du village, dans l'incompétence, dans la destruction. C'est-à-dire que les bêtis, eux, ils ont décidé de... D'abord, ils ont accepté la pauvreté. Et ils ont dit qu'ils vont même maintenir dans tout le pays dans la pauvreté en soutenant le frère du village accroché sur le dos, quoi. Mais il faut voir comment les Bamileke sont timides pour affirmer leur soutien à Maurice Kamto, alors qu'ils savent que c'est le seul qui fait peur au régime. Il faut voir comment les Bamileke sont timides pour affirmer leur soutien à Maurice Kamto, alors qu'ils savent que c'est le seul. Alors qu'ils savent que c'est le seul qui fait peur au régime. Mais comme il est tout le temps isolé, c'est comme ça que le régime le malmène. Oui. Mais comme il est tout le temps isolé, c'est comme ça que le régime le malmène. Comme ça que le régime le torture. Je vois déjà certains, pour justifier leur lâcheté, venir dire que Chiroma et Bello Bouba sont les pions du régime. Oui, peut-être, peut-être pas. Poum, ça c'est encore notre crochet de Sébastien G. Lundu. Il dit que je vois déjà certains, pour justifier leur lâcheté, venir dire que Chiroma et Bello sont les pions du régime. Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais la question est de savoir s'ils sont soutenus et protégés par leur peuple. C'est ça la question qu'on se pose. Ce n'est pas s'ils sont les pions du régime ou pas. Non. La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont soutenus et protégés par leur peuple? Oui, ils le sont. Et le régime sait que s'il tente un peu sa maman qu'il fait au Bamileke là, mouf, le Grand Nord va péter. Le régime sait ça. Oui, la question c'est pas de savoir s'ils sont les pions du régime. La question, c'est de savoir, est-ce que leur communauté s'est mobilisée derrière eux? La réponse est oui. C'est ça, il faut répondre aux questions qu'on vous pose. Faut pas inventer. Faut pas inventer. Tu vois, ils ne peuvent pas tenter de faire. Ils savent que c'est seulement en pays bamileke qu'ils peuvent faire ces conneries qu'ils sont en train de faire là. Donc, mes frères et sœurs graphiques, si Maurice Kamto est vulnérable devant le régime Biya, c'est à cause de votre lâcheté. Tellement vous avez peur qu'on dise que vous soutenez votre frère du village, que chacun préfère fuir quand le régime l'attaque. Allez donc prendre des cours chez les nordistes, dis donc. Il a fini avec un dis donc. Tu as fini avec un dis donc, Sébastien G. Lundu. Allez donc prendre des cours chez les nordistes. Vous savez, ce texte peut être interprété de 1000 manières différentes, mais il obéit à une réalité à l'intérieur de notre pays. C'est-à-dire que ça met en avant des gens qui ont le droit de supporter leurs frères sans qu'on les dérange. C'est-à-dire que la pression qui est faite sur les Bamileke est encore 2 fois plus grande. C'est-à-dire qu'on démontre que non, les autres sont libres de supporter leurs frères sans problème. Hein? Mais si toi, un gars Bamileke, tu supportes, parfois il y a des gars bêtis qui viennent m'écrire ici, là, que, tu vas voir quand les Bamileke vont te, mais tous les jours, moi, on m'arrête avec les Bamileke, ils ne font rien. Ils souffrent plutôt avec moi. Ils pleurent avec moi, on se porte ensemble, ils guérissent mes blessures, je guéris aussi leurs blessures. Nous, on est frères en la République. On est des frères en la République, à la base. Mais lorsqu'on est dans les mécanismes de politique, vous voyez très bien qu'il faut parfois opposer le rapport de force. Il faut opposer le rapport de force, une réalité politique. On est parti là, dernièrement dans le sud, vous avez vu comment ils nous ont chassés. Fogué s'était retrouvé piégé au milieu de la route. Bah oui les gars, c'est une vérité qui fait mal, mais elle doit être partagée. Partagée les gars. Sébastien G. Lundu, merci frérot. Moi c'était avec l'honneur, j'ai encore mis la voix, tu vois. Parce qu'il y a des gens que quand il écrit, tu vois, tu ne peux rien faire d'autre, à part mettre la voix. C'est son esprit. Et c'est mon gars sûr. C'était papa. Je dis, si un tel communiqué avec de telles terminologies caverneuses avait été utilisé, imaginez-vous, par le président du MRC. Imaginez-vous ce que ça aurait donné. D'ailleurs, je suis abasourdi devant le silence. Ça aurait donné quoi? Non, mais tout de suite. Le ministre d'État Fameux Ngoudongo serait sorti. Le ministre Grégoire Wona également. Ah non, s'il se limitait à sortir, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça. Mais ça aurait donné lieu à un branle-bas, peut-être à une interpellation. On aurait déjà interpellé. Et les grands théoriciens des concepts les plus ubuesques seraient sortis pour
dire comment le président de la secte bahamique, d'ailleurs je suis surpris de savoir que jusqu'aujourd'hui, le ministre Chiroma a drainé beaucoup de foule du côté de Garoua. Ça n'a pas donné lieu à des concepts que nous connaissons, partis villageois. Le ministre Bello également a décidé de lancer campagne dans la partie septentrionale. Je suis toujours surpris parce que j'attends, je vais dire, la sortie de ces grands théoriciens des concepts de sectes bahamiques, de partis villageois, de partis des frères, des aficionados et de tout ce que vous avez connu, comme terminologie. Je vais dire, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais de tout ce que nous avons connu depuis 2018 pour, n'est-ce pas, désigner le professeur Maurice Kamto et ses partisans. La question que j'ai envie de me poser, je ne suis pas un partisan du MRC. Je ne suis même pas un sympathisant. Est-ce que c'est un crime que vous soyez parti? Non, je ne le suis pas parce que, en fait, je veux tout simplement dire que j'ai toujours dit que nous sommes en République. Et lorsqu'on est en République, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous traitons nos concitoyens. Ça peut laisser des précédents, ça peut créer des précédents qui soient dommageables pour la vie ensemble, pour la cohésion sociale dans une République. Parce que la question que j'ai envie de me poser, est-ce que quelqu'un a dit sur ce plateau un jour que le tribalisme est fini? C'était Jean-Marie et Montbani. C'était Jean-Marie. Oui. Effectivement, il avait raison. Le tribalisme est fini. Parce que j'attendais qu'on dise que c'est un parti villageois, le FSNC c'est un parti villageois, c'est la secte nordique, personne ne le dit. Alors, la question qu'on a envie de se poser, Serge Alain, est-ce que ça veut donc dire qu'on peut être du Nord et manifester son adhésion et sa conviction pour le parti de Issa Chiroma sans être traité de tribal? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être du Nord, manifester son adhésion et son appartenance pour un parti de M. Bello Bouba sans être taxé de sectaire, de villageois, d'aficionados et de tout ce que vous connaissez? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être, je ne sais pas, du Sud, manifester son adhésion pour le RDPC sans être taxé de tribal, de tribaliste, de sectaire, de bahamique, de tout ce que vous connaissez? Mais lorsque vous êtes de l'Ouest et que vous manifestez votre attachement pour le professeur Kamto ou alors pour le MRC, tout de suite vous êtes traité avec tout le, je sais pas, vous êtes couvert de tout ce que vous connaissez. Alors, on a envie de se poser des questions. Et avant cela, Serge Alain, vous savez que... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a un vieux proverbe qui dit chez nous, et vous le connaissez vu qu'on l'utilise ici à la clinique, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement, éliminés de la manière la plus sauvage, la manière la plus arbitraire. La candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle, qui à la base c'était un acte de conservation de pouvoir, est définitivement classé dans les actes de changement parce que le changement lui, il est inéluctable. Vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de tribus. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Il s'agit de Maurice Kamto. Lorsque vous êtes dans un système de conservation de pouvoir, le programme du système de conservation de pouvoir, ce n'est pas de vous proposer l'eau, le courant, le développement, non. C'est d'effacer sur l'échiquier la personne qui est capable de vous apporter le changement. C'est tout. C'est tout. La politique du système de conservation de pouvoir se résume à cibler celui qui cristallise les espoirs du peuple, le cibler et l'éliminer, l'humilier, le piétiner et le corrompre si possible. Donc, ils commencent par la corruption. S'ils n'arrivent pas à te corrompre, ils te mettent la pression et la violence. Ils ajoutent, et puis peuvent même mixer les deux, la corruption et la pression de la violence. Mais le seul programme du RDPC jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018, était de savoir comment faire pour éliminer Maurice Kamto de la course. Parce que le seul obstacle qui existe entre le RDPC et les 40 prochaines années de la vie du Cameroun, le seul obstacle, le seul mur qui existe entre le RDPC, vorace, voleur, et les 40 prochaines années du Cameroun, le seul obstacle, c'est Maurice Kamto. Écris ça petit. Le seul mur indéboulonnable qui se dresse aujourd'hui comme un obélix entre
les mains voleuses, les mains rapineuses, les mains baladeuses du système de Paul Biya et l'avenir des 40 prochaines années du Cameroun. Le seul obstacle, ce qui les empêche encore jusqu'à aujourd'hui d'aller dormir en disant qu'ils ont mis la main dessus, c'est Maurice Kamto. Parce que ça a toujours été Maurice Kamto. La compétence, la capacité, la compétence, l'amour pour le peuple, la légitimité. Ça a toujours été Maurice Kamto, la compétence, la légitimité, la capacité, quelque chose qu'ils n'ont pas. Et que très peu d'opposants ont réussi à avoir dans notre environnement. Très peu d'opposants ont réussi à avoir la légitimité. Aujourd'hui, on va te dire que, à part Frunzi des années 90, le seul opposant qui a réussi à avoir la légitimité à l'échelle nationale et internationale, c'est Maurice Kamto. Et quand vous avez un gouvernement illégitime, le gouvernement illégitime ne cible que la légitimité. Les autres ne comptent pas parce qu'ils sont corruptibles. Parce qu'ils sont corruptibles. Les autres ne comptent pas parce qu'ils sont corruptibles. Tout ce que le gouvernement attaque et combat, c'est le dépositaire de la légitimité. Et pour ça, utiliser le tribalisme est une arme à nul autre, est une arme importante. Utiliser le tribalisme pour eux, c'est impossible qu'ils le fassent sans utiliser le tribalisme. Au contraire, c'est la première arme qu'ils utilisent. L'arme qui unit les pauvres et les riches. L'arme qui met sur le même niveau les pauvres et les riches, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme qui fait qu'un pauvre est comme un pauvre, mais totalement pauvre et Kambeti, qui vit au milieu des moustiques enclavés à Akomde, soit d'accord avec peut-être Motazeux, qui lui est milliardaire. Qu'est-ce qui peut faire qu'un pauvre Kambeti qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien, se retrouve en train d'être d'accord avec un autre qui est responsable de sa misère? Parce que si le pauvre Kambeti est pauvre, c'est parce que l'autre qui est placé là-bas, là, mais c'est un vorace voleur. Celui qui s'appelle Motazeux, qui s'appelle Famon Nogo, qui s'appelle Grégoire Ona. C'est un violent voleur. C'est pour ça que l'autre qui est bloqué à Akomde, à Ebolo, au fond du sud, est dans la misère. Mais qu'est-ce qui les met ensemble? C'est le tribalisme. Qu'est-ce qui les met ensemble? C'est le tribalisme. Alors, tu vas te demander que, mais à quel moment ces deux bonhommes-ci, qui n'ont rien à voir en commun, qui ne vivent pas dans la même société, qui ne vivent pas dans la même égalité des chances, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, ils soient d'accord ensemble pour... C'est le tribalisme. Le tribalisme est le point de jonction entre les pauvres et les riches. C'est pour ça que, vous voyez par exemple, les riches utilisent les pauvres pour faire le tribalisme. Oui, c'est l'arme que les pauvres utilisent, que les riches utilisent pour avoir les pauvres de leur côté, les pauvres qui souffrent. C'est l'arme qui est utilisée pour empêcher le peuple de se diviser justement en deux clans comme il est divisé, c'est-à-dire ceux qui souffrent et ceux qui jouissent de la vie. C'est le tribalisme qui fait croire aux pauvres qui pratiquent le tribalisme qu'ils font partie par affinité aux jouisseurs parce que peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer quelques gouttes de Pétrus. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer une vieille chemise, un vieux pantalon. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va lui envoyer une vieille tronçonneuse pour qu'il coupe le vent de palme. Peut-être avec un peu de chance, Famon Ndongo va mettre de ses enfants dans l'armée, dans le billet, au commissariat. Voilà pourquoi le pauvre Ekambeti s'accroche et croit être en accord, en équipe avec le riche, celui qui est placé de l'autre côté et qui fait son malin en pillant les caisses de l'État et en promotant aux villageois ce qui se passe. L'arme tribale. Le tribalisme, le seul endroit où le truc qui réunit les pauvres et les riches dans la haine. Qui réunit les pauvres et les riches dans la haine. C'est ça le principal problème. C'est à ça que nous sommes confrontés. Aujourd'hui, le gouvernement Paul Biya a repéré depuis longtemps Maurice Kamto comme étant la clé. Et toute la vie, tout ce qu'ils font, tant qu'ils ne l'auront pas cassé cette clé, compromis cette clé, sali cette clé, mis la rouille sur cette clé, ils ne la lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas cette clé. Pas du tout. Parce qu'ils savent très bien que la seule chose qui est un mur et qui casse l'incompétence, c'est la compétence. Ce n'est pas la flagonnerie. C'est pour ça qu'ils ne calculent pas les autres opposants. Les autres peuvent faire leur show partout où ils veulent. C'est pas leur problème.
C'est pas du tout leur problème. Ils vont à gauche, ils vont à droite, c'est pas leur problème. Ils surveillent maintenant qui va faire alliance avec Maurice Kamto. Tout ce que ces gars sont en train de faire en ce moment, ils ne regardent pas encore les autres gars. Ils cherchent maintenant celui qui va violer la règle qu'ils ont mis ensemble. C'est-à-dire qu'aucune alliance avec Maurice Kamto. Et c'est celui qui va faire l'alliance avec Maurice Kamto. Il va porter. Il va porter parce que c'est sur lui que toute l'autre rage qui est en train d'être stockée en ce moment va se déchaîner. Donc vous comprenez même que pour annoncer une coalition avec Maurice Kamto, il faut encore faire très attention. Il faut t'assurer que tu as des côtes bien solides et que tu peux durer dans le temps. Que tu vas supporter la pression qui va se déverser sur toi une fois que tu auras donné ton soutien, une fois que Maurice Kamto aura été déclaré comme étant ton soutien. Ça va être compliqué. Totalement compliqué, les enfants. Donc, ça n'a jamais été une histoire de tribalisme. Le tribalisme, en tant que tel, n'existe pas, mais c'est une arme. C'est une arme qui est utilisée pour détruire les compétences, pour diviser les peuples et pour conserver le pouvoir. Et cette arme est utilisée efficacement par le parti au pouvoir, parce qu'il n'y a que lui qui peut instrumentaliser le tribalisme au niveau de l'État. On appelle ça le tribalisme d'État. On repère celui qui a la compétence et on se déchaîne sur lui, on déchaîne sur lui toutes les forces qu'on possède. C'est pour ça que quand c'est Maurice Kamto, c'est secte bahamique, machin, truc, patati. T'as capté quelque chose, petit? Si t'as capté, tu partages. C'était papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette parole que je t'invite à partager, ce texte que je t'invite à partager, il n'est pas de moi. Il est de Parfum Voum. Il est de Parfum Voum à qui je dis merci. Et vous à la clinique, faites-lui honneur, partagez. Parfum Voum écrit ceci. Le visage hideux d'un gouvernement anti-Kamto et tribaliste se révèle avec éclat. Les événements récents, notamment la possibilité pour les leaders Bello et Issa Chiruma de se produire dans tout le pays avant la campagne électorale, constituent une preuve irréfutable que les interdictions précédentes étaient motivées par des considérations partisanes et visaient spécifiquement certains leaders politiques. C'est l'entrée de Parfum Voum. Il dit les événements récents, notamment la possibilité pour les leaders Bello et Issa Chiruma de se produire dans tout le pays avant la campagne électorale, constituent une preuve irréfutable que les interdictions précédentes étaient motivées par des considérations partisanes et visaient spécifiquement certains leaders politiques. L'image la plus saisissante est celle du sous-préfet de Menganga qui a tenté de barrer la route au cortège de Bello, mais dont le véhicule a été déplacé de force par les militants de l'UNDP, sans que le ministre en charge ne réagisse de manière significative. Le meeting s'est déroulé sans heurts majeurs, tandis que le ministre semble avoir perdu sa verve et ses proverbes villageois ont disparu. Il est frappant de constater que les intellectuels qui se mobilisent avec zèle pour critiquer Kamto et faire de la kamtophobie sont désormais silencieux face aux actes et aux déclarations du président Bello. Les noms et les tribus de l'entourage de Bello ne sont pas scrutés avec la même intensité que ceux de Kamto, ce qui révèle une approche sélective et partiale. Bello a fait une sortie courageuse en demandant au ministre de cesser ses agissements contre l'opposition, faute de quoi il verra les conséquences. Les intellectuels de certaines régions sont muets comme des carpes, ne dénonçant ni l'ethnofascisme, ni l'appel à l'insurrection, comme lorsqu'ils sont dirigés contre Kamto. Une certaine élite qui se prétend intellectuelle a perdu tout sens moral et s'est extasiée face aux violations de la République lorsque Kamto a flirté avec le Manidem. Des enfants du CM2 n'auraient pas eu un tel niveau de cynisme et de cannibalisme intellectuel et moral. Les ministres et sous-ministres Grégoire Ouna et Jean de Dieu Momo, qui ont multiplié des sorties contre Kamto sur Facebook, ils n'ont plus la connexion. En réalité, ce ne sont pas les valeurs que ces individus défendent, mais plutôt tout ce qui peut nuire à Kamto. Je répète ça parce que c'est important. En réalité, ce ne sont pas les valeurs que ces individus défendent, mais plutôt tout ce qui peut nuire à Kamto. C'est comme si, selon une logique coloniale dépassée, il y avait une tribu qui ne méritait pas d'avoir un leader éclairé et qu'il fallait lui mettre les bâtons dans les roues par tous les moyens. C'est regrettable, car cela martyrise cet homme et crée un sentiment de persécution qui risque de coûter cher à la République.
Pour l'instant, il convient de saluer le courage du président Bello qui a réussi à démontrer la faiblesse et la frilosité d'un pouvoir aux abois. Ce message, il est signé par Parfait-Mvoum, le président national du Forum républicain. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, croyez-moi, même les actes de conservation les plus compliqués de la planète deviennent des actes de changement. Les enfants, le message de Parfait-Mvoum met en exergue deux choses importantes. Le pouvoir du peuple et la frilosité du système. Le pouvoir du peuple, ça veut dire que dans ce message, il démontre que le pouvoir appartient au peuple. Que peuvent faire 30 policiers devant 300 Camerounais en colère? Que peuvent faire 300 policiers devant 3000 Camerounais en colère? Rien. Rien. La solution appartient au peuple. La solution est entre nos mains. Parce que nous sommes le peuple, c'est à nous qu'appartient la souveraineté. Au-delà de nos villages, au-delà de nos appartenances. Ce qui est vrai au nord, est vrai au sud, est vrai à l'est, est vrai à l'ouest, est vrai partout sur le territoire de la République. La souveraineté du peuple est la même dans toutes les régions du Cameroun. Le pouvoir du peuple est le même dans toutes les régions du Cameroun. Il n'y a pas une réalité qui est réelle dans le nord et qui ne devrait pas être réelle dans le sud. Pas du tout. Un peuple, quand il se lève, il se lève. C'est une énergie. Ce n'est pas des gens. C'est une énergie. Quand vous vous retrouvez à Douala, vous êtes devant le siège du MRC. Vous êtes 500, vous êtes 1000. Et vous avez 30 policiers qui font un petit barrage devant vous comme ça. Et vous n'avez pas l'énergie, vous ne dégagez pas l'énergie de les faire bouger. Ça veut dire que vous n'avez pas encore l'énergie du peuple. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas la force qui peut faire que quand les gens là vont seulement vous voir comment vous êtes 300, 3000, eux ils vont reculer. Le pouvoir appartient au peuple. C'est la première chose importante qu'on doit retenir de ce texte de Parfait-Mvoum. Et la leçon, c'est que ce qui se passe au nord doit se passer au centre, doit se passer au sud, doit se passer dans toutes les régions du Cameroun, comme ça se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le peuple qui provoque son changement. Il est son changement. Lorsqu'il y a changement, c'est quand le peuple qui avait peur hier n'a plus peur aujourd'hui. C'est ça le changement. Le peuple qui déléguait sa défense, qui déléguait sa souveraineté et redevient propriétaire, prend en charge lui-même sa propre libération. C'est le passage de population à peuple. Les populations ont besoin qu'on les aide. Les populations ont besoin d'un Zorro de Jésus pour venir les sauver. Les populations sont mendiantes et peureuses. Mais l'énergie du peuple, c'est celle qui fait reculer l'oppresseur. Parce qu'il le détient de sa légitimité et de sa souveraineté. De sa légitimité et de sa souveraineté, les enfants. La frilosité que Parfait-Mvoum remet encore en exergue dans ce texte, la frilosité du système, c'est parce qu'ils vous effrayent, parce qu'ils ont peur de vous. La seule peur de ce système, c'est du peuple. Le système n'a pas peur d'un opposant, il a peur de Kamto, parce que Kamto représente le peuple. L'énergie que Kamto représente est l'énergie du peuple. Mais ce peuple-là, aujourd'hui, est un peuple faible. C'est un peuple qui existe, mais qui ne s'exprime pas, qui ne acte pas. Un peuple qui ne acte pas, ce n'est pas un peuple. Un peuple qui pleure, mais qui ne acte pas. Un peuple qui se plaint, mais qui ne acte pas. Mais qui ne acte pas. Par exemple, l'exigence de où est Paul Biya. Est-ce qu'on peut seulement rester dans les réseaux à demander où est Paul Biya? Quand le peuple cherche Paul Biya, le peuple doit se lever. Partir à la poste centrale, le peuple doit acter. Parce qu'il faut passer à l'acte. Ils doivent écrire des pétitions. Il faut acter. Pour demander, on exige que Paul Biya fasse la campagne. On exige que Paul Biya parle aux Camerounais. On exige que Paul Biya fasse le tour des 10 régions. On acte cette exigence. On ne peut pas juste dire avec nos bouches. On ne peut pas juste parler avec nos bouches. À un moment, il faut acter. À un moment, un peuple devient un peuple quand il acte, quand il passe à l'acte,
quand ces souffrances, il les extériorise. Arrêtez de vous faire consumer de l'intérieur par ces souffrances, par cette violence psychologique. Arrêtez de la laisser vous consumer de l'intérieur. Arrêtez de la laisser vous consumer de l'intérieur. Extériorisez-la, manifestez-la. Un pouvoir, un peuple, ça acte ses émotions, ça acte ses volontés. La réalité, c'est que nous sommes en train de nous faire enfumer et vous savez, nous savons. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Première chose, exiger que celui qui veut être candidat là, les histoires de j'apparais, j'ai disparu, comme la fumée là, ça ne peut pas marcher. On ne traite pas un peuple comme ça. Tu veux notre souveraineté, tu dois venir démontrer. C'est ça un peuple qui a des valeurs. Ça là même, ça va donner la force à l'opposition. C'est ça qui va donner la force à l'opposition. Le fait que le peuple exige de manière directe, de manière actée, la présence de Paul Biya sur le terrain, dans les 10 régions. C'est une volonté. C'est une volonté. Et cet acte du peuple donnera de la force à l'opposition. Et si le peuple lui-même ne manifeste aucun besoin, ne acte pas, parce que manifester, ça veut dire acter, alors il y a un problème. Il y a un énorme problème. Ce texte de parfum, qui est très important, je l'espère que je vous l'avez partagé au maximum, met ça en lumière aussi. Ça ne met pas seulement en lumière la persécution que subit Maurice Kamto, la persécution que subit la démocratie au Cameroun, mais ça met aussi en lumière le côté frileux de ce gouvernement qui a tremblé devant Bello Bouba Maïga, qui tremble devant... Donc il tremble devant le peuple du Nord. Il tremble devant le peuple du Nord parce qu'ils sont frileux. Pourquoi? Parce que le peuple du Nord dégage une énergie que nous devons apprendre, qui devrait être contagieuse dans toutes les régions. On doit nous-mêmes porter aussi la voiture du préfet dans toutes les régions du Cameroun. Il faut que chacun porte sa voiture de son préfet quand il veut faire sa chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'était papa. Quand j'observe les 12 apôtres, comme quelqu'un les a appelés, quand je les observe, il y a un apôtre en chef que mon jeune frère en face représente, et les 11 autres, je pense qu'on les a tirés comme ça dans la mêlée pour crédibiliser une élection. Moi, je ne suis pas en train de voir leur déploiement. Ils ne sont pas partis pour aller gagner une élection présidentielle. Je ne vois pas, parce que jusqu'ici, je ne vois pas quelqu'un qui se démarque. On a peut-être éliminé l'adversaire principal qui aurait pu être en train d'approcher la cheville peut-être de l'apôtre en chef. Bon, maintenant, les autres sont là pour faire leur buzz. Quand je regarde, quand j'observe, je dis, mais attendez, vous voulez gagner une élection présidentielle en parlant de Axe, oui, Axe même encore, c'est même un regroupement, comme on dit, Axe ceci, cela, et on sent le regroupement. Quand Maurice Kamto n'était pas encore éliminé, on nous a fait croire, et c'était un jour dans ton plateau ici, que c'est celui-là qui refuse que les opposants se mettent ensemble pour pouvoir arriver à ce qu'il y ait un changement au Cameroun. Bon, quand on a éliminé la candidature de Maurice Kamto, pour moi, le lendemain, les 11 autres devraient former un, puisqu'il n'est plus là pour refuser. Parce qu'on disait qu'il était imbu de lui, il ne voulait pas, il voulait Bon, je ne veux pas citer quelqu'un. Si je veux citer ces gens-là, ils m'en voudront toute la vie parce que je ne ferai pas d'éloges pour eux. Ceux-là disaient que c'est à l'autre là de venir me voir, ce n'est pas à moi d'aller le voir. Mais il se trouve que quand à l'époque, moi j'avais une curiosité, il était quand même deuxième pour les élections passées. Et entre un deuxième et un troisième, qui peut aller voir qui pour demander que mettons-nous ensemble? Ça, c'est du passé. On a grossièrement éliminé la candidature de M. Kamto. Qu'est-ce qui empêche les autres maintenant
Et quand tu as dit que le peuple camerounais est tribaliste, c'est faux. Il y a eu un tribalisme d'État. On les a amenés à les fractionner pour mieux régner. Quand Kamto était encore en liste, on disait que c'est un parti de Bamileke, c'est un parti de Bamileke. Voilà un autre Bamileke qui est dans la liste des 11 apôtres. Je ne vois pas l'engouement derrière cet autre Bamileke. Je ne vois pas les Bamileke tribalistes en train de se ruer derrière celui-là parce qu'il est Bamileke. Qu'on arrête de mettre sur la tête des Camerounais. Même le vivre ensemble dont on parle là, les Camerounais vivent ensemble. Moi, je suis dans les marchés. Dans ma boutique là, je suis assise depuis 25 ans. Personne n'a déjà, en se tenant devant, j'ai même tout intérêt à faire la cour aux autres pour qu'ils viennent acheter chez moi. Si je vais commencer par montrer que je suis tribaliste, ça veut dire que c'est les Bamileke qui viendront peut-être acheter dans ma boutique, ce qui n'est pas vrai. Sur le plan pratique, je ne saurais même pas être tribaliste de la manière. Ce que j'ai déploré de l'État du Cameroun avec le chef laissé faire, parce qu'on a dans les classifications des différents types de chefs, on a les chefs autoritaires, les chefs laissés faire, les chefs ceci. On a malheureusement eu celui-là, donc quand les discours de haine naissaient, au lieu de remonter les bretelles des gens, on ne l'a pas fait. Quand les ministres sortaient pour dire le centre granitique de tel parti, non, il fallait sur la place publique leur dire que le discours là n'est pas bon. C'est un discours qui tend à diviser les Camerounais. Quand les Camerounais se sont déplacés pour aller dans certaines régions pour vouloir faire leur campagne ou leur meeting, on leur a dit, on bat à la route, on dit rentrez chez vous. Je n'ai pas vu que ceux qui sont au pouvoir ont reproché officiellement cet état des choses. Quand les autres s'asseyaient sur le plateau pour dire je hais Kamto, un Bamileke ne peut pas être président dans cette république. Non, vous allez dire non. Monsieur il faut dire que les petits mots posés sur les autres qui passent d'une manière anodine, ça affecte les gens. Mais jusque-là, je vois que le peuple camerounais n'a pas cédé à tout ce que les gens ont voulu implanter. Parce qu'à un moment donné, on a voulu bien que les gens s'organisent pour pouvoir se défendre. Parce que quand on lâche les termes comme ça là, il y a les égos des gens qui sont blessés, qu'on le veuille ou non. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je ne suis pas une femme politique. Je ne demande le suffrage de personne. Donc je te dis ce que je pense et je dis ce que je lis dans l'amortisseur social qui sont les marchés où nous sommes. Il y a le même type dans les marchés, tout le monde est là et de là nous pouvons vous dire que voici la température de ce pays. Les discours de haine sont passés dans la bouche des gens insoupçonnables dans ce pays, mais personne ne leur a remonté les bretelles. Donc aujourd'hui, si les autres viennent à être candidats, c'est pour leur palmarès. Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas candidats pour gagner les élections. On soupçonne même les autres candidats d'être montés par le parti au pouvoir pour pouvoir crédibiliser. Parce que sinon, qu'est-ce qui empêche les gens là, parce que lui, il a si bien démontré, et c'est vrai, que le parti au pouvoir, c'est le parti qui est le plus implanté là-bas. Si les autres partent là-bas en rang dispersé, ils peuvent être sûrs qu'ils ne pourront pas atteindre la cheville de ce parti au pouvoir là. Pourquoi, étant sûrs de cela, ils sont toujours incapables de se mettre ensemble? Hein? Pourquoi dans notre pays on va avoir 83 candidats à la présidence, même si on a retenu que, sur quels critères a-t-on retenu les uns et laissé les autres? En Égypte, on en a eu plus de 100. Mais combien ont compétit au bout du compte? Oui. On a peut-être gauche, droite, centre, pour que les gens essayent d'être quand même logiquement dans une posture ou dans l'autre. Celui qui défend le socialisme devrait se reconnaître dans un parti. Mais tout ce qui est versé devant nous là, nous ne savons même pas jusqu'ici. C'est lorsqu'on va ouvrir la campagne qu'on va savoir. Il faut oublier qu'en 2011, on a eu 23 candidats.
Officiel. Compétit. Oui, 23, oh my God. 2011. Jusqu'à ce point. En 2011. Avant que le troisième, le quatrième ait eu peut-être 3%. Les autres ont eu quel pourcentage? En 2018, on mais en a eu 9. Bon, mieux, ils font les G20. Mieux, ils font les G55 maintenant, où j'ai quelque chose, au lieu d'aller se souiller. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne se sont pas prémunis, ces gens-là. Donc, je vais dire que ce n'est pas l'opposition, c'est de la rigolade. La question autour des décisions du Conseil constitutionnel se pose également à nouveau. On a eu cela avec le rejet de la candidature de Maurice Kamto et plusieurs autres d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, on y arrive où on voit Maître Akeremouna se tirer les chignons en disant on ne peut pas, selon au sens de la loi, avoir un président qui soit dépendant et inviter le peuple à aller voter pour lui au moment où les Camerounais ne le voient pas. Et ça va être compliqué et difficile, mais le Conseil trouve le moyen de dire c'est rejeté. Pour moi, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que avant que Maître Akeremouna ne saisisse le Conseil constitutionnel, avant qu'on ne rejette d'une manière grossière la candidature de Maurice Kamto aux yeux du monde entier, avant tout cela, il y avait déjà une campagne des uns et des autres qui disaient non à la candidature de Paul Biya. Il y a même eu un certain Télé Onana qui, du RDPC, s'est levé pour dire que non, déjà même de par les textes de base, les congrès qui n'avaient jamais été faits sont que le candidat du RDPC, qui est le candidat naturel, le président, ne devrait plus l'être parce que selon leur propre statut, il n'était plus éligible. Selon son âge et autres, on s'attendrait qu'il y ait du sang neuf, qu'on renouvelle les instances. Qui ne voudrait pas avoir un président vigoureux qui puisse descendre dans un marché quand il y a un incendie pour venir dire assia aux commerçants, parce que ce serait le ferment de la paix sociale. Mais seulement mon problème avec Akeremouna, c'est que avant le Conseil constitutionnel, beaucoup de personnes, il y a eu des campagnes de part et d'autre pour dire non à la candidature de Paul Biya selon son âge. Il y a eu plusieurs personnes et lui, il ne s'est allié à personne. Bon, maintenant qu'il devient candidat, est-ce que c'est lui la personne la plus indiquée pour vouloir éliminer un autre candidat? Est-ce que c'est comme ça la compétition doit être faite? Pourquoi Akeremouna, qui vivait pourtant au Cameroun, qu'il a compris ce que les autres Camerounais ont dit, et n'a pas été avec ces autres Camerounais-là, par exemple, n'a pas soutenu Télé Onana pour dire que non à la candidature de Paul Biya? Pour moi, le timing de ça est suspect. Je n'ai pas fini de comprendre ce qui est derrière cette histoire d'un ancien bâtonnier, parce qu'il est quand même suffisamment juriste. Ajouté au fait que toutes les requêtes que l'opposition a envoyées, soit c'était que le Conseil constitutionnel est incompétent, ce qui est vraiment extraordinaire aux yeux du monde entier. Notre dernière échelle de juridiction se déclare incompétent. Ça veut dire que quoi? Il ramène la juridiction dans la rue. Ça veut dire que nous devons nous auto-faire justice, parce que je crois que c'est quand ça dépasse d'autres juridictions que le Conseil constitutionnel devrait s'en saisir. Mais lui, il s'est déclaré incompétent, pas une fois, pas deux, pas trois, avant d'arriver à cette grossière date du jour où on rejetait la candidature de ceux sur qui beaucoup ont posé leur espoir. Si nous voulons aller à chercher notre président de la République, moi je pense qu'il était temps qu'on donne la chance à tout le monde, à tous ceux qui veulent compétir. Un ancien candidat à l'élection présidentielle a pu faire quoi pour mériter que grossièrement et froidement comme ça là, sa signature soit rejetée? Avec tout ce qui a couru, les sites de l'ATE modifiés, les appels nocturnes, et tout ça a été posé sur la place publique, et malgré tout ça, on a quand même pu rejeter. Et Akeremouna se lève aujourd'hui, soit
il a décidé de vouloir faire un peu de buzz. Il a décidé de vouloir attirer l'attention sur lui. Parce que nous sommes en période de campagne. Et peut-être tout moyen est bon pour attirer l'attention sur lui. Mais moi, je pense que le timing était mal choisi et que c'est même suspect. À la limite, le fait que Akerimuna ait demandé le rejet de la candidature de Paul Biya. Ça aurait pu être tôt que je lui donnerais raison. Mais c'est assez tard déjà pour le faire. Et contrairement à ce que mon voisin d'en face, Eli a dit, moi je pense que on a besoin de connaître le candidat. On a besoin de savoir la vigueur, le physique d'un candidat. On a besoin, parce que c'est très indécent d'être en train de... Nous autres qui pensons avoir mis le bulletin du président Paul Biya dans les urnes, pour que le lendemain de ce jour, il porte ce pouvoir que nous lui avons conféré pour donner à quelqu'un sans nous consulter, nous qui l'avons élu. Si le phénomène va se reproduire, ça fait problème. Ça fait que nous demandons quelle place nous avons dans leur cœur. Quelle place le peuple camerounais, qui à 71% avait voté Paul Biya, est dans leur cœur. Parce que tout le monde est en train de se demander, oui, après tout, est-ce que, moi je suis curieuse de savoir, est-ce que le président va enfin se présenter à nous? Est-ce que le président va enfin faire la campagne? Est-ce que le président va se faire investir? Et même si c'était le cas, et qu'il est vraiment fatigué, comme le prétend Akerimuna, le lendemain, il va confier notre destin à la personne que nous n'avons pas choisie. Ça pose problème. C'est pour ça que je dis, il faut quand même que Yaoundé essaye de réviser sa posture pour nous donner un peu de place, nous, peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des concertations à Yaoundé, qu'on appelle même nos chefs traditionnels. Lesquels chefs traditionnels ne font aucune réunion avant d'aller à Yaoundé, ne font pas du rendu après être rentrés. Et des évêques qu'on a appelés, sur 47 sont partis. On ne sait pas où. Bon, c'est vrai que le prélat lui a tendu le micro à la sortie. Il a dit ce qu'il a pu dire. Mais est-ce que c'est suffisant pour savoir tous ces gens qu'on appelle à Yaoundé là? Est-ce que le leader, dans le cadre de la campagne présidentielle, peut représenter le peuple vraiment? Il y a problème. Et maintenant, ça cause un désordre fou dans nos villages. Parce que les gens sont en train de dire que leurs chefs traditionnels qui sont allés à Yaoundé rencontrer, faire cette concertation, que nous ne savons pas forcément le contenu de la concertation, devraient être maintenant vus comme les ennemis de leur peuple. Est-ce que ce n'est pas la zizanie totale qu'on est en train de s'aimer au Cameroun? De grâce, il faut quand même qu'on fasse des choses dans la règle de l'art. Si ces concertations sont dans le cadre de la campagne électorale, je sens qu'il y a des équilibres. Voilà, mon jeune frère représente le plus jeune des candidats. Est-ce que lui, on peut lui donner une salle dans la présidence de la République pour recevoir aussi les gens et faire ses propres concertations là-bas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut aller en guerre à armes inégales? Voilà pourquoi certaines personnes, sans être défaitistes, pensent que ça peut être le résultat est connu d'avance. Le même Conseil constitutionnel qui n'a peur de rien, qui ne se base sur rien, qui ne prend aucun argument au sérieux, va venir lire le candidat qu'il voudra lire, sans que ce ne soit forcément le candidat sorti des urnes. Et c'est ça qui fait peur au Cameroun. Nous avons besoin que tout cela soit élucidé. Montrez-nous notre président et cela nous suffira. Comme dans la Bible, quelqu'un a dit, montrez-nous le visage du Seigneur et cela nous suffira. Nous avons besoin de notre président et cela nous suffira. Parce qu'on n'est plus sûr de ce que les uns et les autres, s'ils le font par amour pour nous. Vous avez parlé du système routier. Moi, je suis sorti de l'Orpom pour arriver ici. Vous n'avez pas su le martyre que j'ai souffert. Vous parlez, il dit les vallées, il ne pèse pas ce qu'il est en train de dire. C'est les vallées que nous traversons. Est-ce que avant
avant, quand il y avait élection, et que notre président était encore lui-même vrai, n'est-ce pas la veille des élections, on profitait de quelque chose? N'est-ce pas quand on a eu la CAN, on a validé la CAN pour le Cameroun, il y a eu quand même vers comment on dit, vers Yassa là-bas, des routes bitumées à cause du fait que la CAN est en train d'arriver. Avant, quand il y avait les élections, les proches des élections comme ça, on ne pouvait pas détruire le marché des femmes. Parce qu'on ne peut pas mécontenter le peuple à l'approche des élections présidentielles. Il y a problème. Puisque ceux qui font, on sent de la désinvolture dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est ce qui me fait poser des questions. Est-ce que notre président est donc en train de voir ce qui se passe? Quelqu'un qui va solliciter notre suffrage le lendemain matin ne peut pas venir, il devrait même au moins attendre que ces élections passent et que la saison de pluie arrive avant que il vienne détruire un marché comme celui-là. Avant, quand il y avait des élections et que notre président était encore notre président en lui-même, ce qui ne se fait pas représenter seulement, il y avait un peu d'égard. On profitait des années des élections. On renouvelait quand même même si c'est des bandes collantes, on mettait quand même sur certaines routes et ça nous présageait qu'il y a des élections. Souvent, on a besoin d'attendre ces périodes-là pour dire que bon, au moins, on aura gagné, qu'on a arrangé les poteaux électriques tombés dans notre quartier. Si ce n'est pas le cas maintenant, tout le monde est en droit de se demander, est-ce que notre président, M. Paul Biya, est au courant de tout ce qui est en train de se passer maintenant? Si c'est le cas, qu'il nous dise un mot et cela nous suffira. Une route n'est pas faite pour faire 100 ans, madame. Si le camion se cogne dessus... Non, madame, écoutez. Vous avez... On a encore les routes d'Haïti. Madame, écoutez. Si le camion se cogne dessus, ça veut dire la largeur de la route. Madame, ne permettez pas de se Pourquoi on doit passer le temps à tromper le peuple? C'est les défis politisés. Ce n'est pas... C'est le manque du futurisme. On gère avec un programme. Merci, Alice Magueto. Madame, je voulais ajouter un petit détail. Oui. Je crois que si on est de bonne foi, Chokoga, regardez l'observateur et vérifiez ça, vous qui tournez à Douala. Regardez dans Douala, tous les carrefours qui sont suffisamment, où les allées sont sur un dégradé, sont des sorties toujours. Soit il y a une usine à côté, soit il y a une zone industrielle. Regardez Carrefour Sandaga. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait là-bas, le flux qui sort de là, au bout d'un certain moment, on aura le même problème. Il faut faire en tenant compte du flux. Ça veut dire qu'il faut être un peu plus technique. Est-ce qu'une route, est-ce que c'est parce qu'on a dit que c'est la route qu'elle ne peut pas se dégrader? Pour faire cette route et aller bricoler la route. Oui. La route devait sortir dans Bojongo village n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Donc tous ces moyens de contournement. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas? Non, ils savent, mais le gros problème... Vous croyez que les budgets ne sont pas votés? Vous croyez que certaines de celles qui ne sont pas encore livrées? Nous ne pouvons pas tuer la route qui part du sous-préfet, de chez sous-préfet de la 5e si vers Carrefour, résidence Charles de Gaulle là. C'est une route peut-être déjà livrée. Hein. Les mauvaises langues... cherchons les solutions et non les problèmes. Non, le problème c'est comme les solutions, vous allez être en train de réciter. La solution réside dans l'honnêteté, dans la non-corruption de ce pays. Les budgets qu'on leur donne, en leur donnant les budgets, à vous, c'est vous qui êtes au pouvoir. En vous donnant les budgets, on tient compte du fait qu'il y aura des gros porteurs avec les gros billes de bois qui vont passer sur cette route-là. Mais la personne qui s'en va faire la route, fait les biscuits, mais on réceptionne. Parce qu'il a eu le temps de gérer ce budget avec ceux qui veulent être riches en dehors de leur propre travail. Parlons de solutions au Cameroun. Donc le problème c'est de réciter toutes ces choses-là. C'est comme s'ils sont... solutions. Non, ils connaissent tout ça. Oui, mais là, la pratique, ça va être buté à la corruption. Visiblement, vous n'avez même pas besoin de notre suffrage. Parce que vous savez que le Conseil constitutionnel va lire ce qu'il lui est demandé de lire. Parce qu'il ne peut pas avoir une autre interprétation que ça. Je vais vous comprendre, je vais dire ceci. Si quelqu'un ne sort même pas pour nous dire je suis candidat, on dit qu'il est candidat, nous doutons. Vous savez ce qui se lit dans les réseaux sociaux? Non, madame. Certains nous disent que le président est pris en otage par des gens
Mais le problème, il n'a pas démenti. Il vient il se présente pas à nous pour dire que je serai candidat. Et il ne va pas se présenter à nous pour dire que voici ma campagne que je suis en train de faire. Et puis vous pensez que avec cela, vous demandez que les gens ne sanctionneront pas. Vous allez arriver. C'est parce que l'arrogance par laquelle la communication du RDPC, vous ne rendez pas service à ce patriarche qui est notre président. Vous êtes juste arrogant et puis vous dites quand il ne va même pas venir. Ailleurs, les candidats font des débats avec les autres candidats. Vous voyez que notre peuple ne mérite pas tout ça. Notre peuple ne mérite pas qu'on connaisse l'état de santé de celui qui sera président. Vous êtes sûr que vous serez voté au bout du chemin. Madame, vous avez parfaitement raison. Je voulais quand même répondre. Madame, vous avez parfaitement raison. Le problème, vous pensez que la République est dans les réseaux sociaux, première erreur que vous commettez. Les réseaux sociaux. Deuxième erreur que vous commettez, madame, je ne veux pas que ce soit un ping-pong, un débat d'intellectuels. Deuxième raison que vous commettez, Paul Biya a déjà démenti quelle rumeur qui court sur. On l'a même annoncé mort, il a démenti cela. Madame, je vous pose la question. Mais pour madame, écoutez, madame, le démenti ne s'inscrit pas dans son management du peuple camerounais. C'est vous qui jouez dans nos têtes. Nous croyons que le président, nous avons besoin qu'il nous parle. On a besoin qu'il nous parle. Et effectivement, nous tous ici, nous faisons partie du peuple et chacun peut donner un peu son avis. Ça dit, je me serais attendu de la part de non seulement d'un militant, mais d'un élu de ce parti, de nous expliquer avec des éléments un peu plus nourris en quoi le président fait communion. C'est-à-dire qu'il a été incapable de nous dire, on se sera attendu, au lieu de nous mettre dans la sauce, que le président ait fait communion avec les nombreux Camerounais au sud-ouest et au nord-ouest qui souffrent depuis 8 ans qu'on a un conflit là-bas. Depuis que cette guerre a commencé, le président n'a pas mis un seul pied. Et pourtant, la commune que monsieur dirige est une qui subit l'arrivée de réfugiés. On peut le concept dans la société. Le président défendu, alors vous devez mieux servir en lui expliquant. Maintenant, vous m'apprenez comment il faut défendre. On ne fait pas corps avec sa population parce qu'on va reprendre des termes populaires. Je suis dans la jetée, on les a mis dans la sauce. On fait corps parce qu'on est avec eux dans les bons comme dans le même moment. Lorsqu'il y a eu l'effondrement de la falaise à Tchang, on n'a pas vu le président de la République. Lorsqu'il y a eu la guerre qui a démarré depuis 8 ans est dure et vous avez dans votre commune beaucoup de réfugiés de ce conflit-là, il n'est pas venu les voir. Même dans votre commune, seulement ceux qui sont réfugiés, c'est 400 000 personnes qui sont déplacées. C'est un peu la population de votre commune. Imaginez qu'on vide tout Bonabéry là. 400 000 personnes déplacées de force parce qu'il y a un conflit. Vous aurez compris un peu à quoi c'est l'impact de ce conflit-là. Je pleure ceux qui sont déjà morts. Je dis merci pour ceux qu'on a libérés, mais je tends encore la main pour ceux qu'on a arrêtés le jour du Conseil constitutionnel. J'espère qu'on les a tous libérés parce que c'est ça aussi l'insécurité. L'insécurité provient du fait qu'on ne peut plus se lever, aller écouter une audience dite publique. Donc, franchement, je ne peux que avoir mes larmes pour dire mes compassions à toutes les victimes de l'insécurité ambiante. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le 3e podcast que vous écoutez et que je vous demande de partager avec force et puissance, c'est une menace. C'est une menace de Ferdinand Ngongo, une menace de Oswald Babouké, une menace de Chantal Biya sur chaque personne qui tenterait seulement d'imaginer de venir contester le résultat de l'élection qui existe déjà. Partagez ce podcast pour que vous sachiez où on part. Chacun doit être prêt. Parce que si le camp adverse s'apprête, vous aussi vous devez vous apprêter. Si le peuple camerounais a décidé qu'ils vont se lever et que vous avez donné une date, sachez que le gouvernement de Paul Biya, Chantal Biya et Ngongo vous attendent dehors le jour de la date là. Mais ils n'ont pas attendu. Ils vous ont envoyé un message. Le message de Paul Biya de ce matin, c'est une menace. Le message de Paul Biya écrit par Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Oswald Babouké, menace le peuple qui se dit qu'il va se lever et Clément Atanda tente de voler la victoire du peuple.
Je vous dis que le jeu se joue déjà. Voici ce que la réponse de Ferdinand Ngongo à Chantal Biya et à tout le reste, à tout le peuple camerounais qui disait que non seulement ils sont sûrs que le peuple va remporter sa victoire en 2025, mais le peuple est prêt à aller défendre sa victoire. Voici la réponse. Message de Paul Biya de ce matin. L'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Il dit que l'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Ce système, même s'il comporte encore quelques imperfections, enlève, écoutez bien, ce système, même s'il comporte encore quelques imperfections, enlève toute justification à une éventuelle contestation violente. Pour ne pas dire populaire. Écoutez bien ce message. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas vous lever et vous commencer à dire, oui, allons d'abord participer à l'élection et maintenant, quand Clément Atanava dit irrecevable, boum, on va se lever. Même ça, ça se prépare. Parce que voici quelqu'un qui, lui, se prépare à vous recevoir. Voici quelqu'un qui, lui, se prépare à vous recevoir. Et là, je parle à tous les syndicalistes, je parle à toutes les associations, je parle à tous les ONG, je parle à tous les corps sociaux, je parle à tous les groupes sociaux. Parce que le peuple, c'est l'ensemble de ces choses-là. Le peuple, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas seulement les Bayamsam, c'est pas seulement, non. Le peuple, c'est un ensemble de personnes qui ont intérêt et qui protègent des intérêts à l'intérieur d'un pays qui a eux. C'est que tout le monde, on vit tout cela. On vit tout cela. Et maintenant, en ce moment précis que la forfaiture est organisée, maintenant Ferdinand Ngongo et Chantal Biya et les autres envoient le deuxième pion de la forfaiture. Non seulement ils ont violemment écarté le candidat du peuple Maurice Kamto, première chose, et au passage en humiliant les institutions, en désacralisant la Cour constitutionnelle, en faisant passer le Cameroun d'un état voyou à un état gangster. Hein? Ils sont traversés par là pour pouvoir s'assurer qu'ils contrôlent l'élection. Ils sont passés par l'assassinat de l'état de droit. Ils sont passés par l'assassinat de l'état de droit. Et non seulement d'être passés par là, maintenant ils passent à la menace. Toujours pour sécuriser la seule élection qui est importante pour Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Parce que c'est l'élection qui leur donnera le temps de pouvoir s'installer pour gérer le Cameroun pour les 40 prochaines années. Pour les 40 prochaines années. Peuple de ma terre, peuple de mon cœur, peuple camerounais que j'aime de tout mon cœur. Je vous dis et je vous le redis, je fais ce podcast pour vous dire que la lutte, c'est nous qui la lutte ne se programme pas. Elle s'organise, mais elle ne se programme pas. Et quand la lutte est inévitable, lorsque la lutte est inévitable, même les tentatives de fuir, passer par la gauche, renvoyer, ça devient des moments de provocation de la lutte. Quand la lutte devient inévitable, même les tentatives de se cacher lâchement, même les tentatives de la reprogrammer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, parce qu'on a peur, même toutes ces choses-là deviennent des éléments qui rendent la lutte encore plus forte et plus déterminante. Croyez-moi les enfants. Pendant donc que vous êtes en train de réfléchir, si vous allez vous lever quand Paul Biya voulait la victoire de Issa Chirouma Bakary, hein, vous parlez ça dans les médias parce que vous n'avez pas autre chose à dire. Vous avez peur de vous lever pour dire que l'élection en elle-même est un pur banditisme. Vous avez peur de vous lever pour contester cette élection, la stopper, pour permettre au peuple d'avoir une élection où le peuple se sent concerné. Ngongo aujourd'hui sait que cette élection-là, le peuple est tenu et mis à l'écart. Il a fait son travail. Parce qu'il a fait son travail, celui d'écarter le peuple de l'équation. Mais le peuple ne peut pas s'effacer de l'équation. Non, le peuple doit décider que si toi tu as tenté de m'écarter de l'équation, la version avec laquelle je veux rentrer dans cette équation-là, tu ne vas pas supporter. S'ils ont empêché le peuple de participer à l'élection en allant dans les urnes, alors ils ne peuvent pas empêcher le peuple de descendre dans la rue. C'est ce que j'essaye de vous dire en français facile. Que s'ils ont empêché au peuple de participer à cette élection en allant dans la paix et dans les urnes, c'est qu'ils ont condamné le peuple à participer à cette élection en descendant dans la rue pour la stopper. Pour la stopper. C'est soit un, soit l'autre. On dit que le changement dans la paix est dans les urnes. Ils cassent les urnes, ils détruisent la paix. Ça veut dire qu'ils imposent le changement dans la rue et par la force. Ça veut dire qu'ils imposent, le système de Paul Biya a imposé aux Camerounais le changement dans la rue et par la force.
Ils ont changé ça en écartant Maurice Kamto. C'est l'option, la seule option qu'ils ont donnée au peuple. En écartant Maurice Kamto, la seule option que le système a donnée au peuple camerounais, c'est le changement dans la rue et pas la force. Dans la rue et pas la force. Mais ils ont dit que vous êtes un peuple de paix. Un peuple en paix, moi je pense que vous êtes un peuple peureux. Parce qu'ils savent que le changement dans la rue et pas la force, là, vous fait peur à vous. Vous êtes capable de boire l'eau des rigoles, de faire dormir vos enfants dans la bilharziose pour éviter de passer une nuit au commissariat parce que vous vous êtes énervé. Oui, vous ne pouvez prendre aucun risque pour votre bonheur. Vous êtes des hommes fondamentalement peureux. Peureux. Quand un petit policier entre dans un quartier, même tous les grands bandits fuient. Vous êtes des êtres humains à qui Paul Biya a enlevé la première chose, le courage et la détermination, l'appartenance à un peuple. Votre violence n'existe que lorsque vous violentez les pauvres comme vous. Donc vous avez la violence de la haine. Vous avez la violence de la haine. C'est ça qui vous rend faible. Et comme ils savent qu'ils vous ont émasculé totalement et que vous n'avez plus de force, quand vous vous retrouvez face à la dernière option, qui est le changement, dans la rue et par la force, parce que c'est la seule chose qui vous restait. Il ne reste rien. Et quand vous commencez à parler de ça, non seulement vous tremblez, mais quand vous commencez à parler de ça, que non, quand on va aller défendre la victoire de Issa Tchegouma Bakary dans la rue, parce qu'ils savent qu'il n'y a que là-bas. Un, ils ne vont pas reculer pour voler. Deux, il va falloir aller se battre dans la rue. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Il ne s'agit pas de faire des mobilisations ou des trucs. Tout le monde sait ce qui se joue. L'énergie que vous êtes en train de perdre là, c'est une énergie qu'on devait déjà organiser pour sortir, même aller surprendre Paul Biya une fois et faire descendre ce truc. Parce que le programme que vous donnez même après octobre, là, les gens disent que c'est quand vous allez être choqués qu'on a volé l'élection. Et là, ça va tellement vous choquer que boum, vous allez vous lever. Moi, je me dis, peut-être c'est comme ça que vos cœurs sont programmés. Peut-être que la douleur, la misère et la souffrance que vous vivez là, ce n'est pas assez. Il faut encore le dernier petit moment là. Et maintenant, quand Gongo et Chantal Biya ont appris que vous parlez de ces derniers petits moments, ils ont décidé donc de vous menacer. Ça, c'est une menace, une humiliation. Vous vous imaginez très bien. Le message d'aujourd'hui de Paul Biya, c'est l'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Ce système, même s'il comporte quelques imperfections, enlève. Paul Biya vient de vous enlever tout droit à la contestation. Tout droit à la contestation, je ne vous mens pas les enfants. Le travail d'un peuple ne peut pas être fait par un parti politique ou un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous-même vous trouvez normal qu'un candidat à l'élection présidentielle, c'est lui qui vous dit encore comment vous devez vous comporter pendant cette élection? Est-ce que c'est normal? Ce monsieur est censé être candidat à l'élection présidentielle, mais il menace le peuple. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qui êtes-vous, les gars? Qui êtes-vous? Ce monsieur est candidat à l'élection présidentielle. Il devrait être en train de justifier son bilan. 43 ans de souffrance, 43 ans de destruction. Il devrait être en train de justifier son bilan. Mais on est dans une situation où c'est lui qui est en train de nous menacer. Il nous menace que celui qui va venir contester, ça n'enlève aucune contestation. C'est comme si lui-même, il sait déjà qu'il a déjà gagné. Et je vous l'ai dit, mais pas comme s'il sait qu'il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné quand on vous dit que l'élection est pliée. Ça, c'est une expression qu'on ne tient que lorsqu'on a déjà plié l'élection. Que lorsqu'on a déjà plié l'élection. C'est-à-dire que le système, même s'il comporte quelques imperfections, enlève toute justification à une éventuelle contestation de l'élection. Edmond Kamgia, Serge Alotou, tous les journalistes du Cameroun, comment voyez-vous cette situation? Mon frère Aristide Mouno, comment tu vois cette situation? Ma brother Wilfried Kanga, comment tu vois cette situation? Mon frère Jean-Bruno Otagne, comment tu vois cette situation, mon frère Thierry Ngonga? Comment tu vois cette situation, mon frère Hamadou Baba? Comment tu vois cette situation, mon père Issa Tchegouma Bakary? Est-ce que tu vois par exemple que là le message est clair? Il dit qu'il faut, et toute éventuelle contestation sera réprimée. Ça veut dire qu'il vous explique qu'il a déjà gagné cette élection. Il a déjà sécurisé cette élection. Vous qui pensez que vous allez venir là contester
Seigneur, il pourrait même se cacher, mais son niveau de mépris du peuple a atteint le sommet du sommet. Hein, mon frérot Samuel Eto'o-Fils, toi-même quand tu vois ça, frérot, tu ne vois pas que ce n'est pas normal? Est-ce qu'on parle comme ça au peuple? Vous-même, dans quel état vivez-vous? Comment pensez-vous pouvoir vous en sortir? Mon frère David Atemken, je vous appelle tous comme ça parce que je pense que c'est vous ce pays-là. Mon frère avec qui j'ai marché, Paul Maël, tu te vois aujourd'hui faire le communicant zélé partout sur Internet, de manière, sur les plateaux de télévision de manière les plus ridicules. Est-ce que ça t'interpelle pas, fiston? Ça t'interpelle pas, Paul Maël? Pas du tout. Pourtant, ça devrait. Pourtant, ça devrait t'interpeller, Akeremouna. Ça devrait t'interpeller. Moi, je ne parle même pas des autres, parce que même les noms, je ne les connais pas. Si tu me demandes que c'est qui les noms des autres candidats à l'élection présidentielle, I don't know it. Je ne les connais pas, parce que c'est un casting de bras cassés. Un casting de bras cassés. Mais le message de Paul bien est clair. Celui qui va tenter de venir contester son élection qu'il a déjà gagnée, il va payer cher. C'était le 3e podcast en direct de la clinique, les enfants. Vous allez devoir vous battre, je vous le préviens. C'était papa.